Eliaou, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'adresser à une tranche importante de la population israélienne francophone, les retraités. On va essayer de faire le guide pratique du retraité francophone en Israël. La première question que je vous pose, c'est qu'est-ce que doit préparer, qu'est-ce que doit faire en fait un retraité qui veut faire sa alia? Alors, bonjour à tous déjà. Un retraité, en fait, il doit d'abord se déconnecter fiscalement de France. Il doit dire à la France, vous ne me prélevez plus à la source. Je ne suis plus français. La convention fiscale franco-israélienne stipule que l'imposition ne sera que sur le territoire où la personne se trouve. Donc sa nouvelle résidence fiscale. Donc il faut prévenir la France. En général, en fait, dans l'année de déconnexion fiscale, on appelle ça, il faudra obtenir un certificat de résidence fiscale en Israël. Donc il faut rester quand même un certain nombre de jours en Israël pour pouvoir l'obtenir. Combien de jours minimum? On va Il y a dire beaucoup de gens qui ont de la au famille moins en 6 France. mois. Prenons au moins 6 mois, on est sûr de l'obtenir. D'accord. D'accord. Si quelqu'un il dit mais j'étais 3 mois, c'est compliqué, etc. Bon, Parce qu'il y a les enfants, les petits-enfants voilà, en général. C'est toujours... en général, garder quand même un certain nombre de jours, au moins au début, pour au moins obtenir le certificat et pas que le fisc israélien. Voilà, et après, vous leur donnez ça à, à votre caisse de retraite en France et vous leur prouvez que vous n'êtes plus résident fiscal Donc français. ça, c'est la première étape en fait pour devenir non-résident fiscal français. Exact, En fait, exactement. D'accord. Il faut cocher la case non-résident dans la déclaration et indiquer son adresse en Et Israël. après, il n'y aura plus Aussi besoin de la simple que faire, ça. tout simplement. D'accord. Et il faut prévenir sa caisse de retraite, je suppose. C'est ce que j'ai déjà fait juste Voilà. avant. D'accord. En fait, on les prévient qu'on est parti. Ils vont dire, je te crois, mais il me faut une preuve. Donc en fait, on leur donnera un certificat de résidence fiscale israélien. Et en fait, à ce En moment-là, fait, sinon, les pensions sont taxées en France. exactement. Ah oui, Alors d'accord. attention, je parle pour les retraites privées, pour ceux qui sont de la fonction publique. Ouais. Jusqu'à leurs 120 ans, on leur Ils sont taxés souhaite, en France. ils seront taxés en France. OK. Donc, pour prouver qu'on réside désormais en Israël, c'est informer la caisse de retraite, fournir les documents tels que la Teudat Olé, je suppose. Là, c'est le certificat de la Alia. C'est ça, même pas? Bref, eux, ils vont surtout se contenter. Enfin, ils ne La savent pas preuve de c'est quoi en résidence. fait. Voilà, c'est un certificat en anglais. Voire même des fois, le fisc français va demander un CERFA 5000, ça s'appelle, un CERFA Ouais. spécial. Et en fait, dessus, c'est le fisc israélien qui tamponne, disant et je t'ai donné un certificat de résidence fiscale, et en même temps, je t'ai rempli ton document français, que tu as l'habitude, c'est un formulaire normal. OK. Maintenant, concernant les 10 premières années en Israël, l'exonération fiscale, comment ça fonctionne en tant que Olé Hadash à la retraite? Bah, techniquement, pour ceux qui auront fait leur alia avant le 1er janvier 2026, en Israël, ils ne doivent rien déclarer, puisque ce sont des revenus passifs non israéliens. Une retraite française est un revenu passif, et donc il n'a même pas besoin de le déclarer au fisc israélien. Ceux qui feront leur alia après le 1er janvier 2026, eux Donc, il y a de la devront... paperasse. Il y aura de la paperasse malheureusement, et pour des personnes qui sont en âge de retraite, dans une autre langue, c'est pas facile, on pourra c'est les pas évident. accompagner. Très bien. Et en dehors de ça, d'autres choses à faire? Non? D'un point de vue fiscal, non. Non, d'accord. Après, très bien. bon voilà, ouvrir un compte en banque ici. Alors justement, on va parler des démarches pendant la période d'exonération, pendant ces fameux 10 ans. Si un retraité, s'il était exonéré en Israël, quelles sont les démarches qu'il doit faire en France? Techniquement, en fait, il est plus soumis au droit français. Il est résident fiscal israélien, donc maintenant, il a affaire qu'au fisc israélien. Sauf Donc, pour les biens immobiliers. Voilà. on parle de la retraite. Maintenant, D'accord. s'il a d'autres types de revenus, alors si jamais, on en a vu ça dans un autre podcast, si jamais il a des revenus locatifs, par exemple, en France, il sera imposé, selon l'article 6 de la Convention franco-israélienne, toujours en France. Donc en fait, il a juste besoin d'un certificat de résidence fiscale israélien. Exactement. Et en fait, dans ce cas-là, où il aurait et sa retraite et également des revenus fonciers, donc en fait, dans ses prochaines déclarations fiscales des années ultérieures, il devra donc déclarer uniquement les revenus fonciers en France, s'acquitter de l'impôt en France, peu importe qui ce sera, et il n'aura pas besoin de déclarer sa retraite française, puisqu'il est plus soumis à l'imposition française sur la retraite. Une fois qu'il a sa Teudat Olé, ok, et il y a des gens qui ont, par exemple, surtout les retraités en fait, qui ont du mal à vivre pleinement en Israël, parce qu'ils ont la famille en France en général, parce qu'il y a des allers-retours, il y a des voyages. Comment ça se passe pour eux? Qu'est-ce qui se passe quand ils retournent souvent en France, ou en Belgique ou au Canada? Comment ça se passe? On va voir, il y a deux compartiments, on va dire. Il y a le côté fiscal et le côté social. Alors, le côté fiscal, techniquement, Israël est au courant de ça. Il sait très bien qu'une personne qui a 70 ans, qui a ses enfants, petits-enfants un peu éparpillés dans le monde, on est juif, donc on est un petit peu de partout. En fait, il va voir, OK, c'est quoi ton centre d'intérêt social? Est-ce que quand tu pars en France, tu reviens en Israël? En fait, est-ce qu'on va voir est-ce que c'est ça ta vraie maison? Est-ce que peut-être en France, tu as même vendu ta maison? En fait, c'est quoi ton lieu de toujours tu reviens? Donc en fait, en Israël, tu es abonné à un club de sport, tu es abonné à plein de choses.
Et en fait, là, on racontait, on va dire, une histoire au fisc israélien. Je prends le cas de quelqu'un qui serait que 4 mois en Israël par an, mais qui aura un certain âge et qui dit, regarde, j'ai eu la bride de mon petit-fils, j'ai eu le mariage du cousin, de trucs. Donc, je suis souvent pas en Israël et bon, je vais faire les allers-retours tous les jours. Donc, je m'absente souvent. Donc, en fait, au fisc israélien, on peut en fait monter un dossier. Si jamais le fisc israélien dit non, pas du tout, tu n'es pas résident fiscal, en fait, il faut leur dire si. Et en fait, il faut leur prouver qu'on est oui résident fiscal en Israël parce que d'un point de vue social, on est en Israël. Est-ce que ça a un rapport avec les passeports bleus et les passeports rouges? Non, alors là je parle du fisc, je ne parle pas du ministère de l'Intérieur. Eux, ils ont fait une autre histoire, c'était surtout pour arranger les banques. Les banques, bon, ils ont d'autres problèmes avec le ministère contre le blanchiment d'argent, etc. Donc eux, ils avaient même demandé au ministère de l'Intérieur de dire, bon allez, au lieu que moi-même j'aille demander au gars qu'il aille voir s'il est résident fiscal israélien ou pas, viens, on va faire un premier critère de dire est-ce que j'ai le droit, enfin je te réimprime une nouvelle Teudat Zehut si elle est expirée, ou un passeport bleu-rouge, déjà ça va me donner une indication. Est-ce que tu es quelqu'un qui est bleu ou qui est quelqu'un qui est déjà un peu tendancieux? Maintenant, il y avait une autre question, c'était par rapport donc, au social. Là, le Bitoire Leumi a une autre, donc c'est l'URSSAF, le Bitoire Leumi. En fait, eux, ils ont une autre appréhension de la chose. Comme le mot le dit, c'est Bitoire, d'accord, c'est une assurance. Donc en fait, ils ne vont pas être très enclins à assurer quelqu'un qui n'est pas vraiment là. Donc eux, ils ont d'autres critères. Et on a l'expérience de personnes qui n'ont pas du tout reçu de couverture sociale parce qu'ils étaient trop peu ici. Donc peut-être fiscalement, on peut dire aux impôts, d'un point de vue fiscal, je suis israélien. Par contre, d'un point de vue social, il faut faire attention. L'assurance, ça s'achète même des fois. On fera un autre podcast à ce sujet. Il y a des personnes en gros, qui doivent acheter leur droit social pour pouvoir l'obtenir. Des fois, il faut un certain laps de temps. Vous parlez d'assurance privée ou du Bitoire Leumi? Je parle du Bitoire Leumi d'abord. Et le Bitoire Leumi, il y a aussi le Bitoire Briout à l'intérieur, c'est l'assurance santé. Donc en fait, pour pouvoir avoir droit à la Maccabi, mais au Chedet, bref, les assurances en Israël, il faut en fait être inscrit au Bitoire Leumi. Prenons un cas concret. Prenons un cas concret. Une personne qui est à la retraite, qui décide de vivre 6 mois en Israël et 6 mois en France. D'accord. Voilà. Elle va payer son Bitoire Leumi, donc son assurance sociale, elle doit la payer parce qu'elle ne s'est pas déconnectée en fait, c'est ça? Je lui conseille même de payer les quelques centaines de shkalim qu'on va lui demander parce que, surtout c'est une personne à la retraite, il y a des problèmes de santé, etc. Donc la couverture sociale, on ne s'assoit pas dessus, on paye ce qu'il faut et on est couvert. Ok. Après les 10 ans, c'est la fiscalité israélienne qui prend le relais. Exact. Comment ça se passe à la fin de cette période d'exonération? Alors le contribuable israélien, pour le coup, il sera vraiment israélien, donc il devra en fait déclarer sa retraite au fisc israélien. 10 ans et un jour, on est bien 10 ans et en fait, la 11e année techniquement de la Aliyah, on doit faire une déclaration fiscale au fisc israélien, on doit donc déclarer tous ses revenus mondiaux. Donc le retraité aura peut-être des revenus fonciers, des revenus d'intérêts, de dividendes qu'il percevait à travers le monde. Et en fait, il va devoir également, donc on parle de retraité, il va également donc déclarer sa retraite française pour le coup. Et en fait, il va être soumis donc à l'impôt israélien. Donc la retraite devient imposable en fait. La retraite devient imposable et en fait, il devra choisir le système préférentiel pour lui. Il y a plusieurs systèmes. Alors justement, quels sont les régimes possibles? Alors techniquement, on peut faire en fait un abattement de 35% du montant de la retraite et on ne sera imposé donc que sur 65% et le mettre au régime israélien. Donc après, c'est progressif, 10, 14, etc. Ou en fait, il y a un article en fait, du Code général des impôts israélien qui permet en fait de dire je ne t'imposerai pas plus que ce que tu aurais payé dans ton pays d'origine si jamais tu étais resté là-bas. Ah, c'est un plafonnement? C'est un plafonnement. En fait, disons, la personne ne serait jamais venue s'installer en Israël, il aurait dû payer 2 000 € d'impôts en France. Israël ne pourrait jamais taxer plus que ces 2 000 €. D'accord, ok. Bon. Est-ce qu'il y a des avantages pour les retraités? Après les 10 ans Après ces 10 ans, vous avez atteint l'âge légal de la retraite, donc c'est 67 ans pour les hommes et variable. Alors bon, il y a quelques petits avantages, on va dire pas tellement fiscaux, ils ne payent pas le bus, la personne va avoir certains couverture sociale, etc. Bon, Israël, on reste quand même un pays d'accueil, peu importe l'âge, qu'on soit senior. Il y a des choses pour réduire l'impôt peut-être? Bien entendu, après il y a des optimisations fiscales en fait, qu'on peut faire, donc c'est bien entendu au cas par cas. Les dons, les assurances vie, et bon, il y a pas mal de cabinets spécialisés. Okay. Et vous avez évoqué tout à l'heure le cas particulier des retraités fonctionnaires. Comment ça se passe? Comment sont imposées les retraites des fonctionnaires français? En fait, techniquement, cette personne-là devra, jusqu'à ses 120 ans, on le souhaite, déclarer toujours en France cette retraite. Même s'il est résident fiscal Même s'il est résident fiscal israélien, peu importe. Maintenant, si cette personne a également une déclaration fiscale à faire en Israël, il a d'autres revenus, admettons, il a une assurance vie, il touche des intérêts dessus.
Donc le fisc israélien va dire, pour ces revenus-là, tu es imposé en Israël. En fait, il devra déclarer donc, la retraite française en tant que fonctionnaire dans sa liasse fiscale israélienne en revenus exonérés. Il y a des exceptions ou pas? Non. Le fisc israélien... Non, mais par exemple, si... Non, je parlais par rapport à la France. Si, par exemple, je renonce à la nationalité française? C'est un cas particulier, il faudrait plus voir avec un fiscaliste français. Il faudrait voir un fiscaliste français pour ça. D'accord. Même pour un fonctionnaire de l'État. Ouais. C'est une vraie question. Ok, la dernière chose, c'est peut-être gérer son patrimoine et ses placements. Quelles sont les bonnes pratiques pour gérer ses comptes bancaires? Alors, je conseille toujours d'aller dans une banque où il y a un interlocuteur français. Toutes les banques se valent. Je n'irai pas faire de la pub ou du lachonara. Toutes les banques sont égales pour vous? En fait, il y a la banque et il y a les SNIF, les succursales. En fait, on peut être, je prends des exemples, Mizrahi, Discount, Poalim, Leumi, c'est les 4 plus grosses banques en Israël. Donc c'est les banques, c'est la banque générale, mais après ce qui compte, c'est contact direct avec le. Exactement. En fait, on a le SNIF, d'accord, donc on a la succursale, la banque de quartier comme on dit, et en fait là-bas, il faut trouver un interlocuteur qui comprend notre langue, qui comprend nos besoins. Un retraité aura d'autres besoins que quelqu'un qui a une entreprise. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile. Il va vouloir faire un virement tous les mois, disons, de sa retraite française. Il ne faut pas tomber dans une banque où on ne sait pas parler anglais ou français. D'accord, ils ne vont pas comprendre. Ils vont demander toutes les 2 minutes qu'est-ce que c'est cet argent que tu reçois. Faire attention. D'accord. Et donc, oui, c'est pas facile. Bien sûr. Ou rapatrier une assurance vie, où on a vendu un bien en France, pas de problème. On a fait la vente en France, on a payé l'impôt en France, le notaire nous a donné le document officiel. D'un coup, on fait un virement de 400 000 € en Israël. Et en fait, on apprend que le virement est bloqué. Inspection, contrôle de la part du système bancaire. Israélien, il faut faire attention. Le système israélien, en général, il y a des interlocuteurs francophones là où il y a des communautés francophones. Très souvent. Très souvent. Pour l'assurance vie et les placements, vous venez de l'expliquer. Il y a une optimisation à faire, je suppose, au niveau des contrats et des placements. Oui, bien entendu. D'accord. En fait, il faut tirer parti de la fiscalité. Notamment pendant les 10 ans. Pendant les 10 ans, il y a une optimisation. En fait, il y a une porte qui s'ouvre pendant 10 ans, après elle se referme. Oui. Donc celui malheureusement, s'il n'a rien fait pendant les 10 ans, il n'y a pas de truc. Il faut tirer parti de la fiscalité israélienne sur les revenus étrangers pendant ces 10 années. Exactement. Et puis ajuster les investissements pour profiter des avantages. Succession et héritage. Parlons-en. Parlons-en. Donc, y a-t-il à ce jour un impôt sur la succession en Israël? Alors, depuis 1981, ça a été aboli. Alors toutes les quelques années, ils reparlent de remettre. Mais pour l'instant, il n'y en a pas et ce n'est pas sur le papier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. En fait, Israël ne veut pas retaxer de l'argent qui a déjà été taxé. Alors justement, on en vient, ça peut faire l'objet d'un podcast à part entière. Si les héritiers sont en France ou si vous possédez des biens en France. Alors attention, le fisc français, pour le coup, va en fait regarder quand la personne part, d'accord, à ses 120 ans, où elle était. En fait, où est le défunt, où est l'héritier et où est le bien. On va prendre un cas classique, un compte en banque. J'ai aucun bien en France, par contre ma retraite, je vais continuer à la toucher en France. Donc j'ai un compte en banque en France et la personne elle part. La France va dire hop, j'ai un bien en France qui s'appelle un compte bancaire, il est soumis au droit français. Alors après, est-ce qu'il y a un impôt ou pas? Mais attention, ce compte il peut être bloqué pendant des semaines, voire des mois, parce qu'il y a une problématique. Les héritiers sont, disons, tous israéliens, donc à faire très attention à ça. Donc on conseille fortement en gestion de patrimoine, quand quelqu'un, un retraité a fait sa alia, de venir en conseil, en consultation, et de faire un petit peu un check-up de qui ce qu'il a dans le monde, et de voir, des fois, il y a par exemple, admettons quelqu'un qui aura un appartement en France, pour durée de détention, il serait peut-être complètement exonéré en France. Sur ça. Durée de détention. Détention, c'est-à-dire, imaginons quelqu'un pendant 30 ans, il aurait gardé un bien en France. D'accord, ok. D'accord, pendant 30 ans, en France, il ne serait pas imposé dessus, pour durée de détention. Maintenant, admettons, il le vend à sa 9e année après sa alia, en Israël non plus. C'est un revenu passif, il n'est pas imposé dessus. Néanmoins, s'il le vend à la 13e année de sa alia, il sera imposé dessus. Ok, on va dire une petite synthèse et des conseils pratiques pour les retraités. Les points essentiels à retenir. Préparer la alia, je suppose, dès le départ pour sécuriser le statut fiscal. Profiter, optimiser pleinement, et le cabinet de Rey sait faire, des 10 premières années d'exonération, c'est important. Anticiper la transition vers l'imposition israélienne après cette période. On a 10 ans, mais il faut que ça se prépare aussi. Puis penser à son patrimoine, ses placements et la succession, c'est important. C'est très important. Pour les retraités, attention, il y a de l'imposition en France. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de cas
qui ne sont pas venus consulter avant et ils ont fait un cadeau empoisonné à leur héritier. Oui, bien entendu. Et j'ajoute, dernier point, ne jamais hésiter à consulter un expert francophone, le cabinet Drey & Drey, pour optimiser tout ce qui est démarche fiscale. Un homme averti en vaut deux. Je vous remercie, à très bientôt. À très bientôt, au revoir.